Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. Comme à tous les jeudis, on va faire le point sur certains enjeux de santé publique avec le microbiologiste Patrick Filion, qui est professeur au Cégep de l'Outaouais, bien sûr, mais surtout un excellent vulgarisateur. Salut Patrick. Salut LP. Et prends le compliment parce que j'ai beaucoup de bons commentaires à ton sujet, Patrick. Hey, merci beaucoup, c'est très apprécié. Ça fait mon bonheur aujourd'hui. C'est ma journée. D'ailleurs, on commence avec une bonne nouvelle, je pense, et là tu me corriges si j'ai tort, Patrick. Il y a une souche de la grippe influenza B qui semble disparue. Ben oui, toi, écoute, je pense pas que les gens vont pleurer la disparition d'un virus qui nous rend malade, là. Pas vraiment. Quand on parle d'extinction d'espèces, on a de la peine, surtout si on parle d'animaux qui sont plus poilus, là, ça nous fait de la peine, mais une souche de grippe, je pense que c'est quelque chose qu'on va peut-être même célébrer. Mais avant de célébrer, il faudra s'assurer de quelques trucs, parce que bon, la fameuse souche B, elle est moins détectée depuis quelques années que ce qu'on pouvait voir là, avant 2019. Donc, on se pose des questions en tant que scientifique, mais comme tel, comme on vient de le dire, c'est pas quelque chose là, qui devrait nous faire pleurer ce matin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, il y a un alphabet de grippe, ok, A, B, C et D. Les groupes A, comme la H1N1, sont les grippes là, les plus sévères qui peuvent nous affecter, tandis que la B, c'est un petit peu plus les grippes saisonnières. Je dis pas que c'est pas sans conséquence, mais généralement, les gens s'en sortent bien. Et là, la fameuse souche B, parce qu'il y en a quand même deux qui sont les principales, puis la souche qui est en train de disparaître, c'est la souche B Yamagata. Donc, c'est une souche qu'on retrouve dans nos vaccins aussi, parce que bon, c'était une souche qui quand même circulait de façon plus normale vers le passé. Et là, pour diverses raisons qu'on a peut-être de la difficulté à s'expliquer, cette souche-là semble être disparue. Donc, on pouvait peut-être se dire, bon, c'est peut-être avec les mesures que l'on a prises là, pour contrer la COVID, ça a fait souffrir ce virus-là. Donc, c'est une hypothèse. Mais déjà, avant la COVID, on avait remarqué qu'il y avait déjà une baisse assez importante. Donc, on se le demande s'il est vraiment disparu. Puis l'autre chose, Patrick, c'est que les autres souches, je pense, ne sont pas disparues. Donc, pourquoi elle est disparue et pas les autres? C'est ça, parce que l'autre souche B, qu'on appelle la B Victoria, elle a maintenu un niveau relativement stable, malgré toutes les mesures qui ont été prises pour la COVID et tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous surprend. On se pose la question, est-ce que c'est une souche quand même qui était moins facilement transmissible? Donc ça, c'est une hypothèse quand même plausible. Il y a aussi le fait, comme je l'ai mentionné un petit peu, c'est que cette souche-là, les souches B, rendant les gens moins malades. Par exemple, si moi j'attrape la grippe, puis bon, j'ai des symptômes relativement légers, je reste à la maison peut-être quelques jours, je ne vais pas aller à l'hôpital pour me faire soigner et on ne va pas détecter ni analyser la grippe qui m'infecte. Donc peut-être que c'est une souche qui passe un petit peu plus sous le radar. Mais bon, pour l'instant, cette souche-là là, est en presque voie de disparition, sinon peut-être même éteinte. Donc, on surveille la situation quand même. Ouais. Si jamais elle ressurgissait un jour, cette souche-là, est-ce qu'elle risque d'être plus contagieuse et plus dangereuse ou pas nécessairement, Patrick? Non, pas nécessairement. Les souches B là, sont vraiment des souches plus douces, on va le dire comme ça. Celles qui nous inquiètent, c'est toujours les groupes A. Donc H1N1, grippe porcine, grippe aviaire. Donc ça, c'est vraiment des souches là, qui font peur. Mais les groupes B n'ont pas évolué outre mesure là, depuis le temps qu'on les surveille. Donc si elle revient, c'est peut-être une forme de hasard. Puis, écoute, les chances qu'elle revienne quand même sont limitées parce que les souches B, il y a l'humain qui peut en être infecté, mais il y a très peu d'espèces animales qui le sont infectées par cette souche-là. En fait, il y a juste ça va avoir l'air bizarre, mais les phoques qui peuvent être infectés par cette souche-là. Donc, tu sais, nos contacts avec les phoques, c'est pas la même chose que nos contacts avec nos chats, nos chiens, les cochons. Ben, ça dépend pour loisir, là, mais quand même, ça devrait être un petit peu plus rare. Donc, les chances que ça revienne, puis que ça soit pire, LP, là, je pense que les gens peuvent dormir sur les deux oreilles. Là, c'est vraiment pas une crainte là, pour ce type de souche-là. OK. Autre sujet maintenant. Je lisais un article à l'effet que des experts craignent qu'un médicament contre la COVID qui est utilisé notamment en Chine provoque de nouvelles mutations. C'est quoi cette affaire-là, Patrick? Oui, écoute, c'est un médicament qu'on a connu ici au Canada l'année passée, ou peut-être il y a 1 an et demi, le molnupiravir, du nom plus commercial, le Lagevrio, qui est un médicament qui a été conçu par la pharmaceutique Merck. Ce médicament-là, nous, on l'utilisait quand même relativement peu. C'était surtout pour les cas légers à moyens.
pour des personnes, par exemple, qui étaient immunosupprimées. Donc, si tu avais de plus grandes chances de développer une maladie grave, on pouvait vous administrer ce médicament-là. Puis, comment le médicament fonctionne? Le principe est intéressant. C'est un médicament qui s'attaque spécifiquement à une enzyme qui est utilisée par le virus pour faire des copies de son génome. Mais là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que en bloquant ou en jouant un petit peu avec cette enzyme-là, on pourrait non pas la bloquer, mais l'inciter à faire des erreurs quand elle recopie le texte du génome viral. Et à ce moment-là, donc, on pourrait, de façon, on va dire, involontaire, mais quand même, c'est un médicament qu'on a produit, induire des mutations dans le génome viral. Donc, au lieu de bloquer l'enzyme comme telle, on lui ferait faire des erreurs. Et ces erreurs-là, on le sait, quand un virus subit des mutations, bien, c'est ce qui peut entraîner le fait que le virus évolue et cause peut-être plus de dommages. Là, on est dans les si et les peut-être, mais est-ce qu'on risque de retirer le médicament du marché? Je ne sais pas si on en est là, mais là, ce qui inquiète, c'est que, bon, la Chine vient d'homologuer le médicament et l'utilise peut-être à plus grande échelle que ce que nous, on faisait. Et on sait la situation en Chine, donc il y a plus de cas présentement. Donc, la rapidité avec laquelle les mutations pourraient survenir sont peut-être un petit peu plus grandes là-bas. Donc, c'est ça qui nous inquiète. La Chine vivant des situations plus difficiles avec la COVID, donc on va peut-être pas vouloir retirer le médicament tout de suite si ça amène quand même certains effets positifs. Mais au-delà des effets positifs, c'est vraiment la crainte qu'un variant apparaisse là, qui nous concerne un petit peu plus. Mais ça serait quand même quelque chose à surveiller parce que ça pourrait être un moteur évolutif du virus, ce que l'on ne souhaitait pas. C'était vraiment un médicament qu'on utilisait pour le contrer. Mais là, si ça devient un agent d'évolution virale, on est dans le trouble. Donc, faut vraiment... On ne paniquera pas tout de suite, mais on va garder un œil là-dessus, effectivement. Parlant de la COVID, explique-nous c'est quoi le nouveau plan de match de la santé publique québécoise. Là, la campagne de vaccination se poursuit, mais on vise maintenant un groupe en particulier, c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais été infectées par le virus. Oui, donc si, par exemple, vous avez plus de 60 ans, vous n'avez jamais eu la COVID comme telle, donc vous avez peut-être eu des vaccins, mais pas la COVID, l'immunité n'est pas parfaite. On le sait, avec les vaccins, l'immunité peut, diminuer relativement rapidement. Donc, ce sont vraiment ces groupes de personnes-là, immunosupprimées, personnes plus vulnérables, qui n'ont jamais eu l'infection, qui vont être en priorisées pour recevoir les doses de rappel pour les vaccins. Parce que si vous avez eu et des vaccins et une infection, votre immunité est beaucoup plus robuste que pour les personnes justement qui n'ont reçu que des vaccins. Donc, ces personnes-là devraient recevoir de façon plus régulière des doses de rappel pour être vraiment dans un niveau de protection plus élevé. Tandis que si vous avez déjà eu l'infection et des vaccins, normalement, là, votre immunité devrait être quand même plus stable et plus robuste. Oui. Donc, on va vraiment viser des personnes plus à risque pour justement s'assurer qu'on les protège correctement. Mais encore une fois, on ne va pas refuser personne. Si vous avez déjà eu la COVID, vous avez eu vos vaccins, mais vous avez des craintes, soit des variants ou que votre immunité ne soit pas à son meilleur. Donc, vous pourrez recevoir les vaccins. Donc, on ne va pas refuser personne. Mais la stratégie vaccinale a été modifiée et là, on cible vraiment plus certains groupes de personnes. Oui. Alors, ça reste gratuit et accessible pour tout le monde, mais on vise particulièrement, on le recommande surtout aux 60 ans et plus qui n'ont jamais eu la COVID. En terminant, un mot sur la fermeture de l'entreprise biopharmaceutique québécoise Medicago. C'était peut-être un peu prévisible après la controverse entourant son vaccin contre la COVID-19, mais c'est quand même pas une bonne nouvelle, Patrick. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Écoute, je vais dire, l'industrie pharmaceutique, c'est tout le temps des hauts et des bas, malheureusement. C'est quelque chose qui évolue rapidement. Puis Medicago avait, une stratégie qui était intéressante, donc de produire des protéines virales à partir de plantes. Mais ça avait un petit peu, la faiblesse de la chose, c'est que c'est un processus qui prend beaucoup de temps avant que l'on puisse produire des vaccins de façon efficace. Puis avec la réalité que l'on a avec les vaccins ARN qui, eux, peuvent être produits là, pratiquement en quelques semaines. Donc, Medicago, avait beaucoup de problèmes avec ça. Et ce qui a nuit beaucoup à l'entreprise, rappelons-le, c'est que Medicago, donc, travaille avec des plants de tabac. Et l'OMS avait refusé que leurs vaccins soient utilisés et distribués à travers le monde, justement en lien avec cette industrie du tabac-là, même si clairement, c'est pas un vaccin qu'on fume. Là. C'est fait mais l'industrie du tabac était derrière, ou en tout cas en partie derrière ce vaccin-là. C'est ça. Donc, c'est ça qui a mis des bâtons dans les roues de cette entreprise-là. Et aussi, on le voit, là, les virus ayant évolué,
avec la technologie de Medicago, on ne pouvait pas suivre et produire rapidement un nouveau vaccin à partir de nouveaux variants. Donc, ça compliquait beaucoup la chose. Donc, ce seront malheureusement là, des pertes d'emploi puis éventuellement peut-être une fermeture de cette industrie pharmaceutique-là au Québec. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant si on veut maintenir ça en place. Je ne sais pas si les gouvernements à ce moment-là pourront intervenir au niveau financier, mais il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait aller chercher et maintenir ici. C'est quand même une expertise intéressante. C'est ça. Puis, tu sais, il n'y a pas juste la COVID dans la vie non plus, là. Alors, on voulait avoir une certaine autonomie pharmaceutique ici au Québec, au Canada. C'est plate qu'on recule, là. Oui, ça serait pour ça que je dis que j'espère que les gouvernements vont peut-être intervenir parce que, comme tu le dis, des vaccins ou des médicaments, bon, on peut en produire pour plein d'autres infections, plein d'autres maladies. Donc, je pense que c'est... Puis il faut pas oublier aussi que les gens qui travaillent là sont des experts dans leur domaine. S'ils n'ont plus d'emploi ici, ben ils vont peut-être se tourner vers d'autres régions, voire même d'autres pays. Moi, j'ai travaillé dans une pharmaceutique. Il y a des gens qui sont partis en Floride parce qu'ils avaient perdu leurs emplois ici. Donc, ces cerveaux-là, ces personnes-là qui sont extrêmement brillantes et qui font justement évoluer la science quand on a une période de crise, ben, on ne veut pas les perdre, on veut les garder ici pour que l'expertise puis les ressources demeurent chez nous. Tout à fait. On pourra s'en reparler en temps et lieu. Merci beaucoup, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Okay, bonne journée. Bon week-end. À la semaine prochaine. Bonne chance avec le verglas. Patrick Filion, qui est microbiologiste, bien sûr, mais aussi professeur au Cégep de l'Outaouais.